pour rappel, aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est: quels sont les aspects de l'entreprise les plus évalués par les investisseurs, Et ce live-là va être animé par deux entrepreneurs, deux porteurs de projets, mais aussi deux accompagnateurs qui viennent de deux entreprises, BT Connect, spécialisées sur les opérations de financement et sur la définition de stratégies pour apporter des solutions de financement aux entrepreneurs, et Eucalypton, spécialisé dans la transformation et surtout dans la structuration de projets. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder va nous amener à aborder plusieurs points, notamment le premier qui pour nous a été très essentiel lorsque nous avons commencé à préparer ce live, qui est de mettre l'accent sur le type de financement dont nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler spécialement du capital investissement, qui est totalement différent du crowdfunding, puisque c'est une question qui revient très souvent pendant nos lives. Il faut savoir que donc, je ne vais pas m'étaler tout de suite, je ne vais pas donner plus de détails, on va en venir un peu plus tard. Donc, en plus de ce point-là que nous allons aborder, après avoir abordé ce point-là, nous allons venir très rapidement au vif du sujet, qui sont du coup les aspects que nous allons évaluer. Nous allons parler des aspects avant la levée de fonds, des aspects pendant la levée de fonds et après la décision d'investissement, parce que ce sont des étapes qu'il faut absolument prendre en compte pour les entrepreneurs. Et enfin, pour terminer, nous allons parler du marché, de la maîtrise du marché, notamment, et donc de l'importance du business plan qui est un support qui présente tous les contours de votre marché et la maîtrise que vous avez de votre marché. Alors, pour me présenter, moi, je suis Hope Kwame, cofondatrice de BT Connect. J'accompagne les entrepreneurs à définir leur stratégie de financement et j'aide les entrepreneurs du coup à trouver les investisseurs pertinents pour leurs projets, pour leurs besoins de financement. Pour parler de mon parcours, j'ai travaillé, ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur les problématiques d'entrepreneuriat en Afrique francophone plus particulièrement. Et il y a quelques années, j'ai intégré le secteur de l'investissement où j'ai pu travailler pour des fonds, ce qui m'a permis de découvrir la méthodologie appliquée par les investisseurs dont nous avons parlé tout de suite, puisque c'est une méthodologie que j'ai dû moi-même appliquer pour mes employeurs. Et ça sera donc l'occasion de pouvoir revenir sur cette expérience-là et pouvoir partager avec vous, du coup, pendant ce live, toutes les observations et pouvoir rentrer, on va dire, dans la tête d'un investisseur. Je vais maintenant laisser la parole à mon accompagnateur, mon collaborateur, Jonathan Wood, le fondateur de Eucalypton. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis Jonathan Woods. Alors, j'ai fondé Eucalypton il y a... prendre la parole et te présenter à tous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons parfaitement, Monsieur Jonathan. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, ravi d'être là. Je suis donc Jonathan Woods. Je suis fondateur d'Eucalypton. J'accompagne les entrepreneurs à définir leurs projets, à les structurer, à préparer un business plan. Et puis, nous avons constaté, Aube et moi, que nous sommes très complémentaires. Ce qu'elle fait est essentiel. Beaucoup d'entrepreneurs me disent « Ah, c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on cherche du financement. » Et ce que Aube constate, c'est que certains entrepreneurs sont prêts pour le financement, mais peut-être ils n'ont pas tout défini et il faut reprendre certaines choses. Donc voilà, nous collaborons sur tout ça ensemble et nous espérons être beaucoup plus pertinents que nous serions si nous étions restés seuls. Donc moi, j'ai fait une carrière dans le marketing, la communication, la satisfaction client chez différents grands groupes français, Schlumberger et Alstom. Et donc maintenant, je suis à mon compte avec Eucalypton. Voilà. Très bien. Nous avons... Très bien, merci pour la présentation, Jonathan. On va maintenant passer tout de suite à la prochaine section qui est du coup l'introduction et je vais laisser Jonathan continuer du coup. Voilà, mais c'est un peu ce que je disais avant, c'est que Aube et moi avons constaté... J'ai un petit problème de son de mon côté.
Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous recevons parfaitement. Voilà, parfaitement. Donc, comme je disais, Aube et moi, nous avons constaté que nos deux offres aux entrepreneurs sont Je sens complémentaires. que j'ai un problème de connexion. Je vous reviens dans quelques instants. Alors, pour ceux qui m'entendent toujours, je vais attendre aussi. Ouais, nous allons attendre tout ça. C'est ça. C'est difficile de savoir qui entend et qui n'entend pas. Ce serait bien si ce logiciel pouvait nous l'indiquer, mais voilà. Prochainement, il faut que nous virons sur Google. Sur Google, Google, c'est quand même meilleur que Zoom. D'accord, OK. Bonne remarque. On prendra ça en compte. Oh, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je crois que j'ai eu un problème avec les écouteurs qui ne se sont déconnectés. Mais là, c'est bon. Très bien. Là, c'est bon. Veuillez nous excuser pour ce petit désagrément. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu entendre là où tu t'es arrêté, Jonathan. Bah, voilà, remets-moi sur la présentation. Et puis, voilà, comme je disais, nous avons constaté tous les deux que nous avons une offre qui est beaucoup meilleure ensemble et connectée que séparée. Donc, Aube et moi avons décidé de travailler en partenariat sur tous les aspects en préparation de business plan, qui est plutôt mon domaine, et elle a tout ce qui est accompagnement avec Betty Connect aux préparations du pitch et de se présenter, de se connecter avec les investisseurs. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ces deux aspects-là et on va commencer maintenant avec les premiers points dont elle a indiqué dans l'agenda. Très bien. Merci pour l'introduction, Jonathan. Donc, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va répondre à la question de quels aspects sont les plus évalués par les investisseurs. Il faut savoir que pour évaluer un projet, l'évaluation d'un projet évolue en fonction du temps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'évaluation que font les investisseurs va muter, évoluer, s'adapter selon le contexte, selon les caractéristiques du projet et surtout va être fixé selon le stade dans lequel se trouve l'entrepreneur, c'est-à-dire soit avant la levée de fonds, soit pendant la levée de fonds ou après la levée de fonds. Pour ce qui concerne le avant la levée de fonds, il faut savoir que généralement, il y a un tri naturel qui se fait. Avant même que vous rentriez en contact avec les investisseurs, avant même que vous n'essayiez de déterminer vers quel investisseur il vous faudra, de quel investisseur il vous faudra vous rapprocher, il y a un élément qui fait un premier tri naturel qui est la thèse d'investissement du coup des investisseurs qui comprend en fait tous les critères sur lesquels ils vont se baser eux pour sélectionner les projets. Alors, cette thèse-là, elle va comprendre des éléments très basiques, hein, comme des critères tels que le niveau de chiffre d'affaires qu'aura réalisé l'entreprise qui se présente à eux, ou bien encore l'existence d'un produit minimum viable, donc qu'on appelle encore le prototype, ou bien est-ce que l'équipe est fonctionnelle, est-ce qu'il y a des personnes à temps plein qui gèrent le projet. Donc ça, c'est des éléments vraiment basiques qui, premièrement, font le premier tri et qui interviennent même avant que vous commenciez votre levée de fonds. Et ce sont des éléments que tout entrepreneur doit connaître parce que en fonction de cette étape-là, la préparation de la levée de fonds et les éléments la qualité de l'évaluation, de l'intérêt que les investisseurs vont manifester vis-à-vis de lui vont dépendre puisque selon que le projet de l'entrepreneur correspond à la thèse d'investissement, l'intérêt va être moindre ou non.
Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux types de sélection. La première, c'est que donc, il faut savoir qu'il y a deux types de sélection. Donc, tout à l'heure, je parlais des critères basiques sur lesquels vont se présenter les investisseurs. Donc, il y a deux types de sélection qui vont se faire en fonction des profils des investisseurs que vous rencontrez. On a des investisseurs qui, eux, sont très portés sur le fait qu'il existe des preuves, le fait qu'il y a un prototype déjà existant. Et puis, on a des investisseurs qui, eux, n'attendent que des idées, qui sont prêts à évaluer le potentiel des projets sans même qu'il y ait eu de lancement et qui sont prêts à investir dans les projets juste à partir de l'idée et du potentiel de l'idée. Donc ça, c'est deux éléments qu'il faut prendre en compte pour le avant la levée de fonds et sur lesquels vous devez vous baser avant de rentrer en contact avec les investisseurs parce que c'est de ces éléments-là que va dépendre du coup tout l'effort que vous devez fournir pour intéresser les investisseurs ou encore pour avoir attiré leur attention. Ensuite, pour parler du pendant, on a un élément dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler qui est le pitch deck. Et on va encore en reparler aujourd'hui. Le pitch deck, qu'est-ce que c'est? C'est une présentation synthétique qui va refléter votre business plan et qui va regrouper toutes les informations essentielles qui vont permettre aux investisseurs de se faire une idée claire du projet et de se faire une idée voilà, de l'intérêt qu'ils ont, eux, à vous soutenir et à soutenir votre projet. Et après, et dans cet élément-là, qu'est-ce que vont rechercher les investisseurs de façon générale avant même que vous n'ayez eu la première prise de contact? Parce qu'il faut savoir que le processus de levée de fonds, il se passe ainsi, c'est-à-dire vous avez préparé votre projet, vous avez votre idée qui est claire dans votre esprit, vous avez préparé votre documentation, vous soumettez cette documentation-là avant même d'avoir eu un premier contact avec les investisseurs. Et donc, lorsque ces investisseurs reçoivent la présentation, ils vont attendre certains éléments pour pouvoir se faire une idée de vous en tant que porteur de projet, mais aussi de votre idée, du potentiel de votre idée et les éléments sur lesquels ils vont s'appuyer. D'abord, en plus du format, c'est-à-dire du fait que la présentation doit être soignée, assez synthétique et permettre d'avoir une idée assez rapide du projet de façon claire, ils vont aussi s'appuyer, à ce moment-là, essayer de répondre à la question qui est de savoir est-ce que le business model est clair et est-ce que le problème que l'entrepreneur adresse est clair aussi ou encore est évident, est-ce que c'est un problème qui mérite aujourd'hui de fournir des efforts pour apporter des solutions? Est-ce que c'est un problème qui est rencontré par par énormément de personnes et qui permettrait voilà, d'ouvrir un marché assez conséquent pour l'entreprise qui s'apprête à financer? Ensuite, l'autre élément qui n'est pas du tout des moindres, c'est le candidat lui-même. Pendant la levée de fonds, le candidat, sa posture, la facilité qu'il a à discuter avec les entrepreneurs, avec les investisseurs, pardon, à maîtriser les contours de son marché vont être aussi un élément très, très important. Et c'est pour ça que nous avons tenu à collaborer avec un partenaire complémentaire à nous, puisque nous nous positionnons sur le moment où vous devez rentrer en contact avec les investisseurs et que nous n'intervenions pas au moment de la structuration de votre projet, nous avons estimé nécessaire, utile pour nous de pouvoir avoir un partenaire complémentaire qui, lui, a les compétences et a l'expertise qu'il faut pour pouvoir apporter vraiment un accompagnement 360 degrés et donc un accompagnement au niveau de la structuration de l'idée et de la compréhension des contours du marché. Parce que quand cette étape-là, elle est mal faite ou pas très bien comprise par les entrepreneurs, ça se ressent énormément au niveau du pitch deck qui va être soumis aux entrepreneurs. Et du coup, ça va fortement impacter les chances de voir votre projet être sélectionné par X ou Y investisseurs. Très rapidement, on arrive au après. Cet échange va être, on va essayer d'être le plus rapide et le plus court possible. Du coup, très rapidement, on arrive au après. Quels sont les aspects qui vont être évalués par les investisseurs lorsqu'ils ont obtenu votre présentation, ils se sont fait une idée claire du projet et que c'est acté pour eux, c'est un fait pour eux, il y a un intérêt très évident à ce qu'ils vous soutiennent, il y a un potentiel fort qu'ils ne devraient pas rater. Qu'est-ce qui se passe après?
savoir que ce n'est pas terminé. Hein. À ce moment-là, souvent, beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est terminé quand l'entrepreneur a confirmé que voilà, il est intéressé et qu'il est prêt à investir dans son projet. Souvent, les entrepreneurs s'attendent à ce que ce soit terminé, que le travail soit fait. Et non, à ce moment-là, commence un autre travail qui est la confirmation du potentiel. On va dire que la phase du pendant, c'est une phase de séduction pour être un peu plus simple, pour être un peu plus terre à terre avec tout le monde. La phase du pendant, le pendant à levée de fonds, c'est une phase de séduction où vous allez négocier avec les investisseurs, vous allez leur présenter votre potentiel. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eux-mêmes la capacité de se plonger dans votre entreprise et de savoir si réellement le potentiel que vous présentez est réaliste, est avéré. Parce que si pour le potentiel du marché, les éléments sont clairs, des études de marché existent, des présentations, des articles existent sur le problème que vous avez présenté. Pour ce qui est de l'entreprise et de votre organisation, aucune preuve n'existe, sauf quand il sera question pour eux de faire les évaluations, les vérifications nécessaires. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on parle de due diligence. C'est un terme que certains d'entre vous qui ont déjà participé à un de nos lives ont sûrement entendu. La due diligence, c'est le moment où les investisseurs ils vont rechercher dans votre projet tous les éléments que vous avez présentés, surtout dans votre entreprise et dans votre capacité à gérer l'entreprise, tous les éléments que vous leur avez présentés et que vous leur avez affirmés pendant la phase de séduction, donc pendant la levée de fonds elle-même. Donc, ces éléments-là, ils vont être généralement vont avoir une portée organisationnelle, soit ce sont des éléments qui sont liés à la structure de votre entreprise ou bien à des aspects légaux. Donc, ça, c'est un moment où l'investisseur, il essaie de répondre à la question de savoir est-ce que le potentiel qu'on m'a présenté est avéré et est-ce que le porteur de projet que j'ai en face de moi a les compétences requises pour gérer un tel projet. Et ça va se ressentir dans toutes les preuves que les investisseurs vont vous demander. Et pour accompagner durant cette phase-là, ça peut être assez déconcertant, parce que ça peut être assez déconcertant pour les entrepreneurs qui se trouvent face à des investisseurs et qui leur disent prouvez-nous votre potentiel, donnez-nous les preuves, quelles preuves vous devez apporter, quels éléments vous pouvez apporter. Nous avons prévu une data room que nous avions présentée il y a très longtemps, très simple, où vous avez une présentation de tous les documents qu'il faut apporter aux investisseurs. Donc, c'est une phase qui, normalement, ne devrait pas faire peur parce que c'est d'abord une question d'organisation, de préparation, où il va falloir juste vous assurer que les éléments que vous leur avez présentés, vous avez bien des preuves qui expliquent, qui montrent que ces éléments-là sont avérés. Et donc, quand cette étape elle est terminée, c'est-à-dire, premièrement, vous êtes avant la levée de fonds, votre projet correspond aux critères de l'entreprise des investisseurs, c'est-à-dire soit vous avez un prototype, vous avez une équipe, vous avez déjà fait un peu de chiffre d'affaires, ou bien pendant la levée de fonds, quand l'intérêt va être porté sur le business model, votre capacité à présenter, à maîtriser les contours du marché, parce que c'est vraiment pendant la levée de fonds que votre capacité, ça a été bien présenté, ça a été très beau de le présenter pendant un support, mais c'est pendant la levée de fonds que vous allez maintenant être face à face avec les investisseurs et leur dire concrètement comment est-ce que vous arrivez à défendre ce que vous avez écrit dans votre pitch deck ou encore dans votre business plan qui est sur support papier ou support numérique. Et après ça, on arrive direct à la phase, à la fin où il y a un intérêt avéré, le potentiel, OK, maintenant c'est à vous de le prouver. Et ça, à ce moment-là, c'est vraiment votre capacité de dirigeant à organiser votre entreprise, à gérer votre équipe, à rassembler toute la documentation nécessaire pour rassurer les investisseurs et prouver que voilà, vous avez un projet qui tient la route, il ne s'agit pas d'une anarque. Quand tous ces éléments-là sont faits, voilà, tout est acté. Vous arrivez à la phase finale de l'investissement où les signatures sont émises et où voilà, le décaissement est apporté le versement des fonds est apporté à votre entreprise. Donc, vous voyez que ce sont des éléments généralement très simples qui ne sont pas difficiles à avoir, mais qu'il convient de comprendre, de maîtriser et de savoir comment structurer et l'amener face aux investisseurs. Donc, très rapidement, pour ne pas m'étaler sur cette étape, on va passer à une des étapes qui, pour nous, est fondamentale pour une préparation
parfaite, même si la perfection est difficile à atteindre, mais une perfection parfaite est nécessaire pour la phase, pour le avant la levée de fonds. Et donc, pour présenter cette étape-là, je vais laisser la parole à Jonathan Woods, mon collaborateur. Très bien. Donc, effectivement, le marché va être un des sujets qui va beaucoup intéresser les investisseurs. La motivation de l'entrepreneur est très importante. Son caractère, sa détermination, c'est très important. Mais il faut que l'entrepreneur démontre aussi qu'il a des idées qu'il a vérifiées et validées. Donc, les investisseurs vont s'intéresser beaucoup à quel est votre concept de départ, c'est-à-dire quelle est la problématique auquel vous voulez répondre et que vous cherchez à répondre avec votre offre. Ils vont s'intéresser un peu à la genèse, comment c'est arrivé, comment est-ce que vous avez arrivé à cette idée. Et puis aussi, la plupart des entrepreneurs évoluent un petit peu, leur idée de départ est affinée, réorientée, et ça va les intéresser. Ils vont s'intéresser au chemin par lequel vous êtes passé pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Ensuite, ils vont vous interroger aussi sur l'offre. Donc, c'est important en amont de bien définir votre offre. Ça peut être un produit ou un service, mais de décrire ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ça, c'est très important. Et aussi, votre cible ou vos clients futurs, qui sont-ils? Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que vos clients cibles vont vraiment vous donner votre argent, vont vraiment vous donner leur argent pour votre offre? Quels sont les concurrents? Parce que pour toute offre, il peut y avoir des concurrents directs, c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui ont une offre très similaire ou un autre service très similaire, ou bien ça peut être des solutions de substitution, c'est-à-dire si vous proposez une offre au grand public, il faut penser à l'argent qu'ils ont qui est disponible, c'est-à-dire que dans la fin du mois, ils ont une certaine somme à dépenser, et pourquoi est-ce qu'ils vont le dépenser sur votre offre plutôt qu'autre chose, qui n'est pas directement concurrent. Donc ça, c'est des choses qui vont les intéresser, et surtout de voir comment vous vous êtes pris à décrire tout ça. Et donc, dans le business plan qui va servir à la fois à préparer le pitch deck, donc ça c'est votre présentation de séduction, comme disait Aube, et pour le due diligence, qui est la période où peut-être pas les chefs chez les investisseurs, mais leurs collaborateurs subalternes vont regarder, vont éplucher votre business plan, ils vont chercher des failles, ils vont chercher des faiblesses, des points de faiblesse, ça c'est leur job. Et donc, il vaut mieux avoir préparé ça bien en amont. Donc, le business plan est un document qui est surtout important pour vous, mais qui est aussi la base pour ces deux choses-là, comme je l'ai dit. Et puis, il y a aussi une partie de vérification et de validation. Ils vont peut-être vous demander, donc vous avez interrogé les voisins, vos amis, votre famille, et tout le monde a dit c'est formidable. Eh bien, peut-être, si vous avez décidé de faire une démarche un peu plus formelle de sondage ou d'investigation, que votre idée, votre concept est bien avéré, c'est important aussi. Tout ce que vous pouvez amener comme preuve ou comme démonstration ou comme témoignage que ce que vous proposez est pertinent aux demandes de vos clients futurs est très important. Ils vont s'intéresser aussi à votre business model. Ça veut dire comment est-ce que votre idée va amener du revenu à votre entreprise. Sur qui dépendez-vous? Si vous avez ouvert une cuisine et vous dépendez de livreurs, c'est important d'intégrer dans le concept la relation et la rémunération des livreurs pour l'amener jusqu'à vos clients. Donc, quelle est la chaîne de la valeur qui vous permettra
de fonctionner comme vous l'entendez. D'accord? Donc, ça, c'est le business model. Et puis les livrables, c'est aussi ce qui entoure le produit ou le service que vous vendez, c'est le service après-vente, c'est la satisfaction client, c'est l'ensemble des dispositions que vous devrez prendre et qu'il faut anticiper pour obtenir des clients qui vont acheter pas une fois, mais plusieurs fois, qui vont être satisfaits. Alors là, je vais passer là à l'équipe, parce qu'effectivement, il faut se préparer à ça. Peut-être vous êtes tout seul, et dans ce cas, vous devrez vendre avec vos compétences vous-même tous les aspects de ce que vous allez devoir traiter en tant qu'entrepreneur unique. Mais très souvent, il y a une petite équipe et ils vont vouloir savoir comment vous vous êtes organisé, qui est chargé de quoi, est-ce qu'ils ont les compétences, est-ce que vous vous entendez bien. Pas mal d'entreprises ont des problèmes parce qu'il y a des tensions qui naissent et les investisseurs vont vouloir savoir est-ce qu'on fait effectivement, il y a de bonnes chances que l'équipe qui nous est présentée va durer dans le temps et va collaborer effectivement. Donc, toutes ces choses-là, en amont, c'est important de les préparer, de les anticiper. Et de cette manière-là, quand vous arrivez au moment du pitch, de la présentation en live aux investisseurs, vous soyez convaincant et confiant. Et puis, quand il faut remettre tous les documents dont Aube a parlé dans la partie due diligence, que leurs collaborateurs derrière, dans les entreprises des investisseurs, ne vont pas trouver des failles ou des incohérences entre le pitch deck et les projections et les chiffres que vous allez leur présenter. Donc, voilà ce que nous faisons ensemble pour vous aider à préparer tout ça. C'est pas toujours facile, mais avec un accompagnement, c'est souvent très rassurant et nous sommes là pour ça. Donc, merci beaucoup. Et je crois qu'on va passer aux questions. N'est-ce pas, Aube? Oui, tout à fait. On va passer aux questions. Est-ce que vous m'entendez correctement? Il me semble que j'ai un petit problème de son aujourd'hui de mon côté. Moins m'excuser, voilà. C'est un problème technique. Donc oui, on va passer aux questions. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais revenir à un des éléments qu'on a rapidement balayé tout à l'heure, peut-être pour ceux qui s'apprêtent à poser des questions à ce propos, notamment concernant la différence entre crowdfunding et capital investissement, puisque c'est un sujet qui revient très souvent. Il faut savoir que les éléments de précision que j'ai envie de vous apporter, c'est que les niveaux d'investissement pour le crowdfunding et la façon d'évaluer les projets pour le crowdfunding et le capital investissement sont très différents. Ici, on est en train de parler d'investissements faits par des professionnels de l'investissement, donc soit des business angels ou des sociétés d'investissement qu'on appelle encore fonds d'investissement ou venture capital ou investissement ou encore fonds de capital risque. Et pour ces deux projets-là, les montants, les hauteurs la hauteur du financement que peuvent apporter les investisseurs dans ces deux catégories de financement sont totalement différents. Pour le crowdfunding, généralement, vous allez avoir accès à ce qui est le financement par la foule. Vous allez avoir accès à des dons qui sont à des montants relativement moyen, par exemple, pour les dons, l'investissement moyen va être entre 3 000 et 5 000 euros. De tous les investissements qui ont été faits aujourd'hui en crowdfunding, voilà le montant moyen qui est généralement obtenu par les entrepreneurs, par les investisseurs. Donc, tout de suite, on se rend compte que ce sont des montants qui ne peuvent souvent pas permettre à un entrepreneur de passer à l'échelle, donc d'accélérer son activité et de lui permettre de toucher un grand marché. On a encore le financement sous forme de prêts où là, les montants moyens vont être entre 1 000 et 200 000 euros. Mais là encore, on reste limité. Ici, nous voulons vous parler des professionnels de l'investissement
d'investissement, parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, ce sont ces acteurs-là qui sont à même de soutenir les porteurs de projets que vous êtes, de soutenir vos projets à des hauteurs de financement conséquents et suffisants pour vraiment couvrir tous vos besoins opérationnels, vos besoins de marketing ou encore vos besoins RH. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'attention, préciser cela pour les personnes qui s'apprêtaient peut-être à poser des questions sur le crowdfunding. Et donc, maintenant, on va laisser la parole à tous pour vos questions-réponses. Pour tous ceux qui souhaitent approfondir la discussion et échanger soit avec moi ou Jonathan sur leurs besoins de financement, sur la structuration de leur projet, nous vous mettons un lien tout à l'heure dans le chat pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec nous. Donc là, je vais arrêter le partage et vous partager le lien pour prendre rendez-vous avec Jonathan et moi-même afin d'étudier comment est-ce que nous pourrons vous aider. Pour ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Je vois Fabrice Taimeta, si j'ai une bonne idée de projet, comment pouvez-vous m'aider à trouver les fonds pour l'implémenter? Je vous partage un lien tout à l'heure pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous et nous pourrons répondre du coup à cette question-là pendant notre rendez-vous. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez surtout pas à lever la main. Alors, il y a Fabrice Tailly qui a une question. Oui. Oui, Fabrice, vous pouvez prendre la parole. Ok, d'abord, ça fait plaisir de participer. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Oui, ça va, très bien. Oui, Vous me recevez? Ok, très bien. Moi, c'est Fabrice Botokou. J'ai évolué beaucoup plus en métier de vente au niveau de plusieurs entreprises, que ce soit au Bénin, au Maroc également et au Sénégal. Mais actuellement, je suis en train de prendre le risque, ou j'ai pris le risque de me mettre également à mon propre compte, c'est un vrai défi, un vrai challenge. Voilà, donc c'est une mission que je sais que je ne pourrais pas réussir seul si je ne me connecte pas sur ce type de conférences pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations, les outils, collaborer avec les meilleures personnes, tous ceux qui sont ici et tout. Et c'est pour cela que je continue de vous remercier. Je pense que ce que j'ai entendu ce soir, j'ai pas encore tout entendu, mais ce que j'ai entendu ce soir, ça m'a donné une orientation, une idée vraiment assez claire. Très bien. Voilà, donc j'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions. On va commencer par la principale. Oui, la principale, c'est déjà celle à laquelle vous êtes en train de répondre. Est-ce que nous pouvons vous recontacter pour mieux discuter de nos projets? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, donc, bien sûr. je pense que si oui, je vais laisser également les autres. S'ils ont des questions de façon immédiate et tout, ils peuvent poser ces questions-là parce que je vais m'asseoir pour produire ma fiche question et on rentrera en contact et je vais commencer par les poser une à une pour voir comment il faut commencer par poser les pas également un à un. Très bien, parfait. Donc, je vous remets le lien là dans le chat. Aussi. Super, je remets le lien là dans le chat. Dans le chat, ok, merci. Voilà, exactement. Tout à fait. On a Komi Sena qui a levé la main juste au même moment que Fabrice. Je vous laisse la parole, Komi. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à Jonathan, oui. Alors, merci à tous les participants aussi. Moi, je suis, comme mon nom s'affiche là, comme Isena Adioda. C'est tout un plaisir pour moi de vous suivre. Je suis expert fiscal. Je suis également expert agréé expert en gestion d'entreprise. Ok. Je suis à Lomé, au Togo.
Donc, je suis j'ai été très intéressé par la formation, mais ce n'est pas une question que j'ai. Mais je voulais juste peut-être faire un apport par rapport surtout au point de la due diligence pour pour mettre sur la table un constat. Parce que vous voyez, chez nous aujourd'hui, c'est les grandes entreprises qui bénéficient de ces investissements. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les entreprises qui sont organisées. Vous voyez, quand on parle de due diligence, on parle de l'organisation, on parle de la documentation, on parle du fait que l'investisseur ne viendra pas mettre son argent là où il y a du risque, là où il y a assez de risques. Il faut que vous démontriez à l'investisseur que non, vous aviez tamisé le terrain, c'est-à-dire vous aviez fait le nécessaire. L'investisseur doit être rassuré que non, il ne viendra pas mettre l'argent et comme s'il l'a jeté par la fenêtre. Il doit avoir du retour sur investissement. Il ne faut pas qu'il y ait des risques juridiques qui viennent après, par des condamnations, faire plomber l'entreprise. Et donc, ces investissements partiront. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les grandes entreprises qui bénéficient pour la plupart de ces business angels parce que les jeunes entrepreneurs que nous sommes, lorsque nous voulons débuter, on n'a pas ce réflexe d'approcher des bonnes relations, de bonnes personnes. On se dit oui. Moi, par exemple, je peux dire, bon, si c'est pas que moi-même, je suis juriste fiscaliste, je suis professionnel. Si quelqu'un, un professionnel, c'est-à-dire un technicien qui veut créer son entreprise pour son métier qu'il sait faire, l'enveloppe qu'il prend, dans laquelle il exerce ses activités, par laquelle il exerce ses activités, a des obligations, a beaucoup d'obligations qui tournent autour. Et donc, il ne prend pas le soin d'aller consulter au moins pour voir, d'ailleurs même la forme de l'entreprise que je prends, la forme de la société que je prends. Quelles sont les implications juridiques, quelles sont les implications fiscales, on ne prend même pas. Donc, donc la forme de l'entreprise, la forme de la société qu'on prend doit être en corrélation avec le projet, comme l'envergure, c'est-à-dire que l'envergure du projet, votre vision du projet. Oui, exactement. Si vous voulez couvrir l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez aller jusqu'en Europe, mais quand même, réfléchissez quand même, allez-y, demandez conseil. Ce n'est pas tout ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter. Et donc, la due diligence, ils sont bloqués là. Quand les investisseurs disent, d'accord, vous avez le potentiel, le marché est bon, par-ci, par-là. Lorsqu'ils arrivent sur la documentation, mais le monsieur même, peut-être même, quand il a nommé même un gérant ou bien un dirigeant de la société, l'investisseur va check, demande juste les cabis même, les cabis ne reflètent même pas le parcours, les actes qui ont été posés dans la vie de la société. Ça veut dire que… Exactement. Ça, c'est un réel problème qu'on constate chez les porteurs de projets et ce problème-là, il continue, il existe encore. Il existe encore de poser beaucoup de problèmes aux entrepreneurs parce que ça n'a pas été pris en compte dès la création de l'entreprise. C'est une question d'organisation et voilà, pour tous ceux qui… Et ça fait bien aussi que vous rappeliez que les entreprises qui aujourd'hui bénéficient de la campagne de soutien des investisseurs, ce sont les grands groupes, ce sont les entreprises développées. D'ailleurs, statistiquement, aujourd'hui, environ 80% des investissements qui arrivent en Afrique, ce sont des investissements dédiés au capital développement, donc à des entreprises qui sont déjà en activité, qui ont déjà lancé, qui sont déjà stables, structurées. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, chez BTC Connect, nous nous sommes dit qu'il faut absolument apporter un conseil adapté au portefeuille, donc à la capacité financière des entreprises, et sans que cela soit des startups, du coup, des petites entreprises, des PME aussi, ça peut arriver qui n'ont pas la capacité financière des grosses entreprises ou des PME très, très développées. Il faut apporter quelque chose qui aide les entrepreneurs, même s'ils ont déjà, même si ça fait 5 ans que l'entreprise est déjà existante, mais qui aide au moment de la levée de fonds de pouvoir structurer cette étape-là et de faire en sorte que ça ne soit pas un frein et aussi que d'un point de vue budgétaire,
budgétaire, ce ne soit pas un frein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons conçu BET Connect Biz. Peut-être que ceux qui étaient là pendant notre précédent live, ils savent de quoi il s'agit. C'est un outil de préparation à la levée de fonds et en fait, qui est un guide intégré qui va permettre à l'entrepreneur, durant tout le parcours de sa levée de fonds, de préparer d'abord la documentation, mais aussi la phase de due diligence en sachant exactement quels sont les éléments juridiques à préparer et quelle est la documentation qu'il faut mettre de côté parce que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Oui. Il faut juste avoir la bonne information et La bonne quelqu'un information. qui connaît sur le sujet pour pouvoir vous accompagner correctement. Après, il faut aussi que l'entrepreneur soit prêt à prendre conseil et à recourir au service de quelqu'un qui s'y connaît le sujet. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là parce qu'il y a déjà ils ont besoin de poser des questions. Donc, il y a Nicolas Couture qui nous qui a la main levée. Merci donc, beaucoup. Merci à vous, Komi. Et je vais laisser la parole à Nicolas. Ok, merci beaucoup. Je vais poser une question concise. Je m'appelle Nicolas Couture-Murmandila, je suis suisseau-congolais. Et on a déjà parlé avec Jonathan Woods d'ailleurs. Ma question est la suivante. Quelle est votre cible à vous? C'est-à-dire, vous avez un réseau d'entrepreneurs, de gens dans les business, si je comprends bien, sur l'Afrique francophone. Mais comme je l'ai mis dans le chat, à quelles industries vous adressez-vous principalement et ensuite sur quel type de notionnel d'investissement? Et ma question, juste pour donner un peu de background, elle est celle-ci, car comme vous, je sais qu'il y a un engouement pour les investissements en Afrique, alors peut-être plus sur l'Afrique anglophone ou l'Afrique de l'Est. Mais donc, il y a quand même des investisseurs capitalistes, des business angels, il y a quand même pas mal d'incubateurs qui sont là. Donc, comment est-ce que vous distinguez et quels sont les notionnels que vous voulez targeter? Merci. D'accord. Donc, la première question, peut-être que je vais peut-être être amenée à vous demander de répéter vos prochaines questions, parce qu'il y en avait 3, il me semble. Donc, la première question, je l'ai retenue, c'est quel type de projet nous accompagnons? Donc, nous avons un mandat, ce qui est de permettre à n'importe quel entrepreneur d'être outillé pour mener une levée de fonds. Et ces outils et l'accompagnement que nous mettons à disposition des entrepreneurs, ce sont des outils et des accompagnements adaptés aux startups, mais aussi aux PME. Aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur les startups parce que nous avons compris que c'est ce segment-là qui est en pleine ébullition et qui a besoin d'énormément de soutien, mais nous accompagnons aussi les PME qui ont besoin d'un accompagnement et qui ne détiennent pas on va dire, le budget nécessaire pour aller prendre des services de grands cabinets facturés à des dizaines de milliers d'euros. Donc, nous, c'est ce type-là que nous avons. Pour ce qui est de la question qui a suivi, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Nicolas? Alors, du coup, je pense que vous répondez en partie, mais quel est votre notionnel d'investissement que vous targetez? Est-ce que ce sont des investissements, est-ce que ce sont des investissements, je ne sais pas, entre X milliers et X millions, par exemple, ou quelle est votre cible? Alors, notre cible aujourd'hui en termes d'investissement, on va aller chercher les projets qui ont besoin au minimum 10 000 euros de financement. Et pour ce type de projet-là, on va les orienter vers généralement des business angels, du coup, qui sont capables de financer pour ces petits tickets, parce que quand on parle d'investissement, 10 millions et 10 000 euros, ça reste, c'est vraiment des tickets très petits, donc on va aller chercher des business angels. Après, pour le maximum, on peut accompagner des entrepreneurs, des projets qui ont besoin de financement de 5 millions d'euros. Si je peux me permettre, et ça répond un peu aux questions de Komi Sena avant, beaucoup de banques et beaucoup d'institutions financières ont des objectifs eux-mêmes. Et ces objectifs nouveaux, comment ils peuvent impulser des investissements pour protéger l'environnement, des investissements sociaux, des investissements en Afrique, pour eux, c'est des choses nouvelles et c'est des problématiques. Et donc, avec BET Connect, on est à même de répondre aux problèmes non seulement des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs. Et donc, je crois qu'il faut être très encouragé qu'il y a de plus en plus de pression par les réseaux sociaux à impulser
des investissements à caractère social et environnemental, et l'Afrique peut en bénéficier pleinement. Oui, et aussi en termes comment dire, profil des investisseurs que nous allons chercher, nous identifions les investisseurs qui, à l'international, s'intéressent à la zone d'Afrique francophone et aux initiatives venant de la diaspora. Donc, nous allons identifier des investisseurs en Asie, et nous nouons aussi des partenariats avec des investisseurs en Europe, en Afrique même, en Amérique. Donc, nous nous limitons absolument pas. La seule limite que nous nous mettons, c'est au niveau des entrepreneurs que nous accompagnons. Mais pour ce qui est d'où proviennent les financements, nous coopérons avec tous les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique et à l'Afrique francophone. Et il faut savoir que c'est une grosse partie de notre activité. Et pour pouvoir permettre cela, nous menons une activité de veille intensive, parce que identifier les investisseurs aujourd'hui qui s'intéressent à l'Afrique, c'est un travail de longue haleine, les investisseurs actifs surtout, qui sont prêts à vraiment soutenir les entrepreneurs, et pas juste à déposer de l'argent et partir, mais qui sont vraiment prêts à soutenir les entrepreneurs, parce que quand on parle d'investissement, on parle d'une relation de long terme. Un investissement, on en parlait d'ailleurs avec Jonathan, c'est comme un mariage. Et il ne faut absolument pas se marier avec les mauvais partenaires. Et pour ça, il faut s'assurer qu'au moment de l'investissement, lorsque l'intérêt est avancé par les investisseurs, il faut s'assurer que cet investissement-là, cet intérêt est financier, parce que l'investisseur sent qu'il y a un potentiel et que voilà, c'est un projet qui va obtenir, qui va séduire énormément de clients, par exemple. Mais il faut s'assurer qu'il y a un intérêt stratégique et que l'investisseur sera prêt à apporter son réseau, à apporter un coup de pouce au niveau peut-être des aspects commerciaux, au niveau de plein d'autres aspects. Donc, nous évaluons tout ça et nous identifions quels sont les investisseurs les plus pertinents pour les projets, quelle que soit leur situation géographique. On a deux Fabrice Taïmeta qui a la main levée. Fabrice, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En ce qui me concerne, oui. Merci, et je prendrai contact avec vous deux par LinkedIn, on est déjà connectés. Ok, super, ça marche. Merci. Merci. Alors, on a Fabrice Taïmeta qui a la main levée. Fabrice, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tout le monde, vous me suivez? Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je suis Fabrice Taïmeta, je m'aide depuis Yaoundé au Cameroun. Oui, je suis un entrepreneur beaucoup plus sur les énergies quantiques, sur l'agriculture et bon, beaucoup d'autres projets qui viennent vraiment sortir l'Afrique de la misère, en fait, le monde, pas seulement l'Afrique. Bon, la question que je vais vous poser, c'est que qu'est-ce qu'on appelle, excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle entrepreneur d'abord? Deuxièmement, pour financer un projet, quelles sont vos étapes? Est-ce qu'il faut avoir un prototype d'abord? Faut-il avoir un prototype pour financer le projet ou bien vous financer l'idée du projet? En fait, c'est ça. Et je crois que c'est les deux questions. Oui. C'est une très, très bonne question. J'aime particulièrement votre première question. Peut-être que Jonathan pourra rajouter quelque chose à ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est bien parce que déjà, à l'ère où on est aujourd'hui, où on parle beaucoup d'innovation, un entrepreneur va beaucoup se rapprocher dans l'idée, va beaucoup se rapprocher d'un start-upper aujourd'hui. Et dans l'idée qu'on se fait d'un start-upper ou dans l'expérience que moi j'ai d'un start-upper ou d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser son marché et d'identifier un problème auquel il faut apporter une solution. Un problème auquel il faut apporter une solution et un problème qui a tellement d'impact qu'il ouvre du coup des opportunités commerciales importantes pour le projet que vous vous apprêtez à lancer. Donc ça, c'est un premier. Être entrepreneur, être start-upper, c'est répondre à un problème. Ensuite, l'autre élément pour être entrepreneur, ça va être dans le mindset, ça va être dans la capacité à gérer un projet. Ça me fait penser aussi à on peut poser aussi la question autrement, c'est quoi être un entrepreneur qui lève des fonds?
Un entrepreneur qui lève des fonds, c'est souvent quelqu'un qui, en amont, ça, c'est que dans une levée de fonds, il y a une phase de due diligence qui nécessite que dès la phase de lancement de projet, il faut veiller à une certaine façon d'organiser le projet, d'organiser l'équipe. C'est un entrepreneur qui sait que une levée de fonds, ce n'est pas une opération magique, c'est une opération qui peut se préparer sur 6 mois, sur 1 an même. C'est vraiment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie des problèmes, mais aussi c'est quelqu'un qui anticipe en fonction du besoin qu'il sait qu'il aura dans le futur. D'accord, merci. Voilà. C'est bon. Peut-être que Jonathan a quelque chose à rajouter à cela sur ce qu'est un entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur est quelqu'un de vraiment déterminé qui peut écouter les autres, mais qui ne va pas écouter tout le monde. Dire que quelqu'un qui est absolument obsédé, qui n'écoute personne, a des risques d'échouer. Mais quelqu'un qui réoriente son projet chaque matin parce qu'il écoute la dernière personne qui a parlé, va aussi échouer. Donc c'est une combinaison de détermination et de perspicacité et d'écoute qui est très important. Voilà. Merci. Vous aviez une deuxième question, il me semble. Oui, voilà. Est-ce que vous financez, vous avez la capacité de financer l'idée parce qu'il y a un problème. Il y a des entrepreneurs qui ont l'idée de projet, vous avez bien dit identifier le problème, voilà. Et directement, il a une idée de projet, mais son projet est beaucoup plus technologique. D'accord. Bon, est-ce que vous financez l'idée de projet ou alors vous financez le prototypage ou, je sais pas, ou alors vous financez après le prototype? Voilà. Alors, dans le cadre d'un projet technologique, par exemple. Alors, nous accompagnons des projets qui souhaitent lever des fonds déjà au stade d'idéation, donc qui sont juste au stade de l'idée. Et nous accompagnons aussi des projets qui ont déjà un prototype. Par contre, il faut préciser quelque chose. C'est quoi un projet qui est prêt à être financé juste sur la base de l'idée? C'est un projet qui est capable d'attirer des investisseurs juste sur la base de l'idée. C'est un projet extrêmement bien structuré et qui a des porteurs de projets qui maîtrisent tous les contours de leur activité, de leur marché surtout. C'est ça, avoir une idée, financer un investisseur qui finance une idée, c'est pas une idée, c'est pas parce que l'idée est belle, mais c'est parce que l'entrepreneur maîtrise tellement les contours du marché qu'on est sûr qu'au moment du lancement et au moment de l'opérationnalité, l'entrepreneur aura les outils, en tout cas, il saura comprendre où est-ce qu'il faut aller chercher les ressources, quels sont les acteurs qu'il faut aller chercher, quelles sont les parties prenantes qu'il faut aller fidéliser. Donc, c'est ça l'idée, mais ce n'est pas juste l'idée. C'est vraiment le projet dans son ensemble structuré, bien cartographié et bien maîtrisé par le porteur de projet. D'accord, ça marche, c'est bon. Si je peux juste ajouter, c'est effectivement beaucoup mieux si on peut avoir quelques premiers clients, peut-être trouver de manière circonscrite, qui ont fait l'expérience du produit ou du service et qui peuvent en témoigner. Le témoignage de clients satisfaits, qui sont évidemment pas des membres de la famille, qui disent des choses simplement parce que pour aider leur fils ou leur fille, etc. Mais des vrais clients, ça aide énormément. Ça aide énormément, c'est bien de le préciser. D'accord, là, ce que Jonathan Rose vient de dire, c'est quand vous avez déjà implémenté, vous avez déjà sorti des prototypes et partagé, je sais pas, offrir aux membres de votre famille ou bien aux amis, voilà. Ils peuvent en témoigner parce que c'est un problème qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup plus africains. Voilà, beaucoup plus des entrepreneurs africains, ils ont des très belles idées, mais ils n'arrivent pas à trouver ils ont même des prototypes, des business plans bien montés, bien ficelés, mais ils n'arrivent pas toujours à trouver des partenaires financiers pour implémenter. Voilà. C'est ça. C'est compliqué. Par expérience. Oui, vas-y. J'ai un ami, excusez-moi, j'étais en Inde en 2019, j'ai rencontré, je partais avec un projet sur les énergies quantiques, c'est-à-dire j'ai pu concevoir un générateur autonome qui produit l'électricité sans avoir besoin des sources d'énergie alternatives, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'eau, ni de vent, ni de soleil, ça ne prend rien, mais vous avez l'énergie électrique. Bon, là-bas, je suis arrivé, j'ai su que je devais trouver des investisseurs, mais bon, je n'ai pas trouvé des investisseurs. Et j'avais un ami qui venait d'Haïti,
Et lui, il a fabriqué un générateur qui est en fait une calope qui produit de l'eau à partir d'un système de condensation compliqué. Même au désert, vous avez de l'eau. Bon, lui aussi, jusqu'à présent, il n'a pas d'investisseur. Il n'en trouve pas. Pourtant, c'est très bien, c'est innovant, c'est cool, mais bon, c'est Ouais. compliqué. Vous voyez, c'est très compliqué. Je comprends la problématique parce que les projets dont vous parlez sont des projets qui nécessitent de gros investissements pour être lancés. Ce type de projet-là. Et souvent, les entreprises ou les projets qui nécessitent de gros investissements pour être lancés, même pour avoir juste le prototype, vont avoir besoin d'avoir des porteurs de projets qui bénéficient d'un réseau solide. Parce que il n'y a pas encore de preuve de l'entreprise, il n'y a pas encore de preuve, ce qui veut dire que l'investisseur qui serait prêt à vous soutenir doit avoir suffisamment confiance en vous. Et c'est une relation qui se construit. C'est une relation qui se construit. Il faut savoir gérer déjà la relation avec ces investisseurs-là. Parce que c'est bien, vous pouvez les trouver, mais gérer cette relation, gérer les négociations et comment dire, arriver à obtenir la confiance de ces investisseurs sans que vous n'ayez encore de prototype présenté, c'est quelque chose qui se travaille, qui n'est pas impossible du tout. Ça peut être très difficile, d'autant plus que, voilà, identifier les investisseurs qui vous correspondent, ce n'est pas forcément votre spécialité. Vous avez votre spécialité, vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire des études en capital investissement pour savoir comment identifier des investisseurs, tout ça. Mais quand même, ce n'est pas impossible. Voilà, c'est compliqué, ça paraît difficile, mais ce n'est pas impossible. Il suffit d'être bien accompagné, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce processus de levée de fonds là, et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et grâce à qui vous allez avoir aussi la bonne méthodologie. Donc, moi, je pense que l'outil BETI Connect Base dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre vraiment parce que ça vous permettra de savoir comment est-ce qu'il faut identifier les investisseurs sans que vous ne soyez un expert, mais aussi d'avoir notre équipe en soutien pour vous aider dans cette démarche-là. D'accord, merci beaucoup. Aube, je vais laisser l'antenne à d'autres personnes. Voilà. Merci Fabrice et Soulé. Merci, bonne soirée. Soulé, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir. Je m'appelle Amadou Boukari Soulé et je suis d'origine togolaise. Je suis à Paris, je viens de finir mon master en FinTech. Et là, je fais un stage en Asset Management. Donc, et je suis porteur de projet. Entre-temps, avec les questions qui sont enchaînées, vous avez eu à répondre à certaines de mes questions. Du coup, j'ai eu à relever d'autres questions, enfin, d'autres points que j'aimerais comprendre. Donc, si j'ai bien compris, Jonathan fait de l'accompagnement documentaire, tout ce qui concerne la formalité, la documentation, peut-être même, je ne sais pas, du conseil dans la réglementation, parce que la plupart des gens qui sont porteurs de projet, ce soit des ingénieurs, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément le terrain ou le commercial. Donc, c'est important aussi ce que vous faites. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà accompagné des entreprises ou des startups dont le marché se trouve en Afrique? Parce que les investisseurs qui sont peut-être potentiellement européens ont besoin d'une certaine assurance, de comprendre, de savoir que vous maîtrisez ce qui concerne la réglementation, ce qui est difficile à avoir parce que la réglementation sur le continent africain est un peu disparate. En Europe, on sait que c'est un peu plus harmonisé, mais en Afrique, c'est très compliqué parce que chaque pays, voilà, le droit n'est pas harmonisé, en fait, ce que je veux dire. Est-ce que vous avez déjà eu à accompagner des projets comme ça en Afrique? Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous filtrez les projets? Est-ce que quand les projets viennent vers vous, vous avez assez de, excusez-moi le terme, je ne trouve pas le mot juste, de maturité pour dire à la personne, ce projet-là, je ne suis pas sûr que tu puisses trouver un financement. Ça aussi, c'est important. Parce que sinon, je suppose que vous allez faire vous allez perdre du temps. Très clair. Je laisse Jonathan répondre à la première question. Ouais, la première question, oui, tout à fait. Alors, pour la première question, c'était pas est-ce qu'on écarte des projets. Est-ce que tu accompagnes des projets en Afrique? C'est ton oui. périmètre. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'à ce stade, j'ai accompagné un projet jusqu'à une levée de fonds.
réussi, mais j'accompagne au moins 5 ou 6 entrepreneurs en ce moment dans le domaine de l'agriculture ou de la gestion des déchets, de la production d'énergie. Et donc, voilà. Et pour ce qui est de la deuxième question aussi, et Aube va aussi là-dessus, oui, Aube et moi, nous avons eu à rejeter des propositions de projet parce que il y avait soit l'entrepreneur était entêté et ne voulait pas vraiment écouter, ou parce que le projet n'était pas encore assez mature. Donc, c'est un peu avec regret, on ne cherche pas ça du tout, mais on ne va pas prendre n'importe qui dans des cas désespérés et lui faire comprendre que tout va bien et le décevoir pour finir. Et pour ce qui, je comprends, et pour ce qui, pour l'un des points sur lesquels Souley a assez insisté, qui est la réglementation, c'est un sujet qu'on connaît très bien chez Betty Connect, parce que qui dit FinTech aujourd'hui dit réglementation et c'est un des freins aujourd'hui pour les entrepreneurs en Afrique qui souhaitent lancer une FinTech, créer une entreprise dans le domaine financier. C'est une problématique d'actualité. Et même si d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas une solution arrêtée aujourd'hui qu'on peut proposer aujourd'hui à des entrepreneurs. Nous, on a eu des cas où les entrepreneurs ont pu trouver des alternatives. Par exemple, dans notre équipe, on a l'un de nos cofondateurs qui a lancé une FinTech et qui lui-même a vécu cette problématique-là et donc qui est en mesure d'accompagner d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, rencontrent ces problématiques-là pendant qu'ils sont en train de lever des fonds. Parce que c'est vraiment pendant la levée des fonds que ces problématiques-là va être va remonter parce que c'est à ce moment-là que les investisseurs vont voilà, vous challenger sur cet élément-là, essayer de voir est-ce que vraiment vous avez les outils, vous avez les éléments qu'il vous faut pour résoudre cette question de la réglementation. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement inconnu pour nous. C'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté, cette problématique que nous-mêmes nous avons expérimenté parce que l'un de nos cofondateurs l'a vécu et aussi c'est des sujets sur lesquels nous pouvons vous apporter. Et donc, c'est des sujets sur lesquels nous pouvons vous apporter des solutions, des alternatives. D'accord. Du coup, j'ai une autre petite question. Est-ce qu'un porteur de projet qui se trouve en Afrique, qui n'est pas... Parce que là, si je me mets à la place d'un investisseur, si je veux investir dans une société dont les activités vont se trouver en Afrique, j'aurais préféré que la société soit enregistrée au moins en France pour que, voilà, pour que ce soit plus simple à gérer, je veux dire. Maintenant, est-ce que pour une société, pour un porteur de projet qui se trouve complètement en Afrique, est-ce que vous pouvez l'accompagner jusqu'à ce qu'il obtienne financement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, parce que nous accompagnons des entrepreneurs en Afrique et de la diaspora. Et je comprends votre commentaire, votre observation, parce qu'il y a des investisseurs qui sont assez frileux. C'est souvent les investisseurs qui n'ont jamais eu d'expérience avec l'Afrique qui vont demander à ce que des entreprises qui sont par exemple en Côte d'Ivoire aient un compte ici et une représentation ici. Mais c'est pas la majorité des investisseurs, rassurez-vous, ce n'est pas la majorité des investisseurs. Et si cela arrive, c'est des choses qui se négocient, qui se discutent. Ça fait partie de toute façon du processus normal de levée de fonds, la négociation, voir comment vous positionnez, voir est-ce que c'est un risque que l'investisseur n'ait le risque d'avoir les fonds versés, 100% des fonds versés dans un pays en Afrique, c'est quelque chose qui le rebute totalement ou non. Je comprends votre commentaire, mais ce n'est pas un frein et tous les investisseurs ne recherchent pas cela. Oui, j'ai envoyé une demande de rendez-vous, du coup, j'attends votre retour. Très bien, ça marche. Merci, Souley. Merci à vous. Je crois que Jonathan voulait ajouter quelque chose. Oui, il me semble. Je voulais juste dire qu'effectivement, des institutions financières en Europe vont peut-être être un peu frileux quand on leur propose un projet au Burkina Faso ou au Mali en ce moment, parce qu'ils lisent les médias et c'est comme tout dans la vie. Quand on lit dans les médias, c'est toujours pire que quand on est sur place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va assister à un phénomène très bientôt
où les autres directions des banques et des financières vont demander à nos interlocuteurs, les investisseurs, quel pourcentage de votre portfolio est en Afrique. Et donc, ils vont être poussés à vraiment surmonter leur réticence et à mettre le pied dans l'eau. Et donc, nous voulons les accompagner aussi. Donc, comme j'ai dit avant, avec Betty Connect, on travaille les deux côtés de l'équation. On travaille avec les investisseurs et avec les entrepreneurs pour faire en sorte que ça marche entre eux. Voilà. Exactement, parce que nous sommes là aussi pour rassurer les investisseurs. Est-ce que nous savons que l'un des éléments qui fait que 80% des investisseurs freinent aujourd'hui à investir en Afrique, c'est l'accès à des informations fiables sur les entreprises. Et c'est pour ça que nous apportons du crédit aux projets que nous soutenons, que nous accompagnons en structurant déjà correctement et en aidant à mettre à disposition les informations nécessaires au moment où il faut aux investisseurs pour dépasser cette barrière, cette frilosité à investir en Afrique. Et d'ailleurs, nous, notre première cible d'investisseurs, ce sont ceux qui ont un intérêt confirmé pour l'Afrique. Après, les autres, ils font partie toujours de notre cible et pour ça, nous apportons des éléments de preuve pour assurer. D'accord. Du coup, vous avez une liste d'investisseurs où, je vais dire, vous mettez vraiment en relation les porteurs de projets et les investisseurs. C'est ça. Exactement. Donc, nous mettons en relation, nous collaborons avec des investisseurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar, en Afrique du Nord, vraiment partout. D'accord. Ce sera tout pour moi. Merci. Merci. On a Fabrice Komi et Fabrice Taïmeto qui ont toujours la main levée. Est-ce que vous voulez reprendre la parole ou ce sera tout pour vous? Ok, très bien. Donc, vous avez... personne ne souhaite reprendre la parole. Il est 20h46. Nous avons dépassé de quelques minutes le temps de ce live. Donc, ça veut dire qu'il a été assez intéressant, j'espère pour tous. Alors, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec Jonathan et moi et étudier dans quelle mesure nous pouvons... Excusez-moi. Oui, oui. Oui, excusez-moi, j'avais levé la main, mais je ne sais pas si je suis visible. Je suis Christian Massogi. Oui, Jean Armel, c'est bon. Oui. Excuse-moi, c'était un peu derrière. Désolé. C'était un peu caché. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis Christian Massogi. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, mais j'ai grandi et j'ai travaillé en France, donc principalement dans le secteur des télécoms, dans des grosses structures. Et j'ai monté donc un projet autour de la transition numérique porté sur l'Afrique. Donc, j'ai fait ma carrière effectivement en Europe, mais je suis depuis maintenant, on va dire quelques années, reversé sur des projets de développement sur l'Afrique qui sont plutôt des projets inclusifs. Donc, c'est un projet pour lequel je suis au stade de MVP. Hein. J'ai donc un prototype qui a été conçu. J'ai fait une levée déjà plus sur du format BSAR avec des proches, des partenaires de mon réseau, sur des montants assez importants, hein, puisque j'ai levé à peu près 250 000 € en complément d'un prêt bancaire, mais qui m'a permis quand même de développer le proto. Le vrai souci qu'on rencontre dans toutes ces questions-là, c'est aussi un souci de conformité. Ce n'est pas seulement une question de est-ce que la société a des structures sérieuses, est-ce que le projet est sérieux. C'est aussi un problème de conformité. Ça veut dire que sur des structures, par exemple, comme la vôtre, le problème face auquel sont les entrepreneurs comme moi, c'est que on ne connaît pas toutes ces boîtes-là qui disent, voilà, nous, on est des VC, en tout cas, on accompagne des VC, on peut vous trouver les invests, on peut trouver ceci, cela. Et ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a un problème d'équation entre nous, le stade dans lequel on va être. Hein, souvent, les gens qui ont au départ l'idée, ils sont quasiment morts dans le film. S'ils n'ont pas eux-mêmes déjà un début d'investissement, c'est très, très dur. Moi, j'ai vu tout le monde. Hein. BPI, Réseau Entreprendre, tout ça. On vous applaudit, on vous tape sur l'épaule, mais il n'y a rien qui bouge. Hein. Il vous faut 2 ans. De track record pour avoir 10 € qui sont versés, quoi. Donc, vous aurez plus vite fait 10 ans de travail, 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 10 ans de travail,
d'aller demander un prêt à vos amis que d'aller commencer à travailler là-dedans, qui vous demande beaucoup, beaucoup de travail administratif pour très, très peu de retour sur investissement. Et le problème qui se pose avec les sociétés qui vous disent on va vous accompagner, on est spécialisé, c'est que si ce n'est pas des projets sur lesquels ils vous lèvent 10 millions, ça ne les intéresse pas parce qu'eux vont prendre un pourcentage là-dessus. Donc, allez vous chercher 250 000 ou 100 000 pour vous aider à démarrer. Eh ben, voilà quoi, on vous laisse un petit peu dans le ruisseau et vous vous débrouillez. Et même quand vous réussissez à lever, vous êtes quand même avec toute cette lourdeur administrative qui fait que on est une start-up, donc on n'est pas 50. On ne peut pas avoir une personne qui est dédiée à 100% pour aller travailler sur de l'admin. On doit développer un projet. Donc, soit on est entrepreneur et nous, notre boulot, c'est développer un projet, le porter, le vendre, soit on devient des administratifs. Et dans ce cas-là, on s'assoit, on fait des Excel et on fait des PowerPoint. Alors, on sait très bien le faire. Hein. Moi, j'ai passé toute ma carrière à en faire. Donc, le consulting, je sais ce que c'est, j'en fais. Mais la difficulté, la vraie difficulté face auquel on est confronté en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver la bonne corrélation. L'Afrique, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, les investisseurs, l'Afrique, ils voient ça comme intéressant par le nombre des gens. Et en fait, pour mettre 1 euro dedans, ils disent, mais les pauvres là-bas, là, qui gagnent quelques CFA, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, ils se proclament tous pro-africains. Mais en fait, il n'y a que des Flutterwave qui valent la peine de mettre 200 millions derrière. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'on peut mettre 200 millions derrière Flutterwave, mais c'est compliqué d'aller mettre 50 000, 50 000, 50 000, sachant que l'Afrique, le pari de l'Afrique, ce n'est pas pour les 10, hein, c'est pour le milliard. Donc, si vous voulez que ça tourne, il faut au moins activer 100 000, 200 000, 1 million d'entrepreneurs, que eux s'activent, et eux n'ont pas besoin d'1 million tous. Hein. Il y a peut-être des gens qui, avec 50 000, vont pouvoir faire quelque chose à leur échelle. Peut-être, effectivement, c'est des business un peu plus circulaires qu'il faut arriver à développer. Mais ça, oui, c'est quelque chose. Si on vient comme ça face à des entrepreneurs, on nous met un coup de pied et on est dehors. Hein. Donc, ça, je vous le dis parce qu'on est dans une discussion là bien ouverte. Mais le problème, c'est de trouver ces montants intermédiaires. Ce n'est pas de trouver les 200 millions. Vous savez, hein, vous trouvez les 200 millions quand vous faites déjà un business qui cartonne et que vous avez déjà 2 millions de gens embarqués. Donc là, la question, elle n'est pas chez vous. Hein. C'est l'entrepreneur qui se bat avec les autres, enfin, les investisseurs qui se battent avec les autres pour vous financer. Alors que ceux qui sont aujourd'hui dans la situation un peu intermédiaire, on a commencé, mais on n'a pas encore toutes les preuves parce qu'on n'a pas encore lancé. Mais il y a de l'appréhension, il y a des vrais contacts qui permettent eux, à la limite, ils s'étouffent quasiment dans ce truc qui est pris entre est-ce que je me bats pour développer ou je me bats pour convaincre. Moi, je serais ravie d'en savoir un peu plus sur votre projet parce que c'est exactement pour les entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation-là que nous avons décidé de créer BET Connect. Et je comprends très bien votre problématique qui est que aujourd'hui, les boîtes, les agences de consulting, les experts en levée de fonds vont s'intéresser à des tickets, à des besoins de financement de 10 millions, qui sont à des millions d'euros parce que voilà, ils voudraient se faire rémunérer voilà, de façon conséquente. Mais nous ne sommes pas sur ce segment-là. Parce que c'est pour ça que d'ailleurs, nous avons décidé, nous, de proposer une solution clé en main qui permet déjà à nous d'avoir les informations fiables qu'il faut pour analyser, pour évaluer correctement votre projet, mais pour pouvoir vous apporter les outils qu'il vous faut à moindre coût et sans que cela n'épuise votre trésorerie. Et donc, je comprends tout à fait votre problématique et je vous invite, moi, à prendre rendez-vous parce que je pense qu'on trouvera forcément une solution pour votre J'ai une deuxième question. Excusez-moi, je vais terminer avant d'oublier avec l'autre point de votre propos, qui est que les investisseurs demandent beaucoup de track record et que finalement, vous finissez par vous transformer dans des administratifs. Je comprends aussi parce que j'ai travaillé pour des fonds d'investissement, donc je comprends ce que vous voulez dire, mais cela ne se passe pas pour tous les investisseurs. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait d'identifier les investisseurs qui correspondent à votre projet. Oui, c'est ça. Parce que ça rentre en compte. Les investisseurs institutionnels,
comme ceux que vous avez cités d'ailleurs, comme BPI et autres, ce sont des investisseurs qui, eux, prennent des fonds auprès d'instituts publics. Et qui dit public, dit administratif, dit contrôle, dit suivi. Et donc, ça va de soi. Eux-mêmes, ils sont dans l'obligation, en fait, de vous demander des éléments, de vous imposer un suivi qui peut être lourd parce qu'ils ont derrière eux-mêmes des gens qui leur demandent des comptes. Donc, quand vous partez vers ce genre d'acteurs, il faut s'attendre vraiment à ce qu'il y a un niveau de contrôle qui peut être assez lourd, mais il ne représente pas 100% de la masse des investisseurs qui existent sur le globe, et nous sommes bien placés pour savoir. On a des investisseurs privés, des investissements privés qui se développent aujourd'hui et que nous, on identifie très bien, qu'on observe très bien sur le continent, et ces investissements privés-là vont souvent demander moins de lourdeur administrative, parce que voilà, c'est des gens qui prennent puisent leur capacité de financement dans leurs propres fonds, et donc qui finalement ont plus de flexibilité, sont plus libres dans la façon de suivre les projets qui font partie de leur portefeuille. Donc, ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions à cela. Non, mais après sans vous interrompre, après, ce n'est pas forcément un problème qu'on nous demande ça. Mais comme tout, s'ils vous demandent du ROI, alors nous aussi, on peut leur demander du ROI. Ça veut dire que si on vous demande effectivement un travail de cette lourdeur-là, parce qu'on valide le projet et on dit, voilà, on peut avancer, derrière, il faut savoir que c'est du travail, donc c'est du temps, donc c'est de l'argent pour vous, puisqu'en plus, si vous êtes en start-up, le temps, c'est 2 fois plus d'argent, puisque l'argent, au lieu de le mettre dans le projet, vous le mettez dans des ressources autres, ce n'est pas un problème. Mais ça veut dire qu'eux aussi, ils ont leur propre lenteur avec les trucs. Et en fait, ce que je disais dans ce point-là, c'était surtout l'absence de cohérence entre la taille des startups et l'étape du projet, et globalement, ce monde en fait de gens qui valident les projets dans lesquels, bon, voilà, on peut être face à des gros et puis en fait, on n'est pas adapté en fait à ce que eux peuvent valider. C'est ça la vraie question. Et je rajouterais juste une deuxième petite question, c'est le calendrier. Parce qu'effectivement, la raison de vivre d'une startup, je crois que c'est plus de 30% des startups qui meurent en fait. Mais elles meurent pourquoi? Pas parce que le projet n'est pas bon. La plupart, c'est en fait sur l'absence de financement sur une durée qui est trop longue en fait par rapport à la capacité à tenir le projet. Et ça, c'est quelque chose, le temps d'une startup et d'un entrepreneur n'est pas le même que le temps de ces investisseurs qui, eux, sont assis et appuient sur un bouton go, no go. Voilà. Donc, c'est des petits points, ce n'est pas des critiques, mais c'est des petits points qui entrent aussi en compte dans la réussite d'un entrepreneur qui n'est pas seulement lié à son abnégation, à sa capacité à bien travailler, c'est aussi quelque chose de contextuel. Donc, il y a aussi dans le besoin de pouvoir se raccrocher à des gens qui aident à l'accélération sur ces points-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je rebondis sur la dernière partie de votre propos sur les raisons de la mort de certains projets. Moi, d'expérience, les entrepreneurs qui se retrouvent dans une situation de pression au moment de lever des fonds, c'est souvent parce que la préparation de la levée de fonds n'a pas été correctement faite. C'est souvent cela, parce que quand on prépare une levée de fonds, il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte, notamment le burn rate, le taux de cash qu'il vous reste pour survivre, en combien de temps ce cash-là pourra être géré en attendant l'arrivée, l'apport de nouveaux fonds. Et ce sont des notions comme ça qui sont souvent très mal gérées par les investisseurs au moment de la préparation et qui mettent les entrepreneurs en pression et souvent en position de faiblesse vis-à-vis des investisseurs. Donc, mais sauf que c'est vrai dans tous les business, parce que si vous regardez des Facebook, même ces grosses boîtes aujourd'hui qu'on présente comme des modèles, elles ont été rentables non pas en fonction du plan, elles ont été rentables 5 ans après. Donc, ça n'est qu'une question de prise de volonté de prise de risque de la part de... C'est pas lié au projet en lui-même, c'est pas une absence de préparation. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Là, on est en train de parler d'une start-up, d'un projet qui a été lancé aux États-Unis, notamment Facebook, qui est un contexte totalement différent. Aujourd'hui, les investisseurs historiques que vous avez sûrement eu l'occasion de rencontrer, ce sont des investisseurs qui sont en vrai positionnés sur le capital développement. C'est aujourd'hui que le segment du capital risque est en train de se développer. Et donc, il s'agit d'investisseurs qui eux-mêmes s'éduquent.
sur la façon de gérer les startups. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous avons estimé qu'il faut absolument dès maintenant là, donner les outils aux entrepreneurs pour pouvoir mener leur levée de fonds et surtout pour ne pas être en position de faiblesse vis-à-vis des investisseurs. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, parce qu'ils ont été habitués au capital développement, ils reproduisent les systèmes de contrôle qui sont appliqués aux entreprises en capital développement. Mais moi, je me répète, ce n'est pas une fatalité. Et moi, j'ai travaillé avec des fonds qui proposent d'apporter, d'avoir quelqu'un, de vous aider avec une personne de leur équipe même, qui va vous aider dans toute la phase, dans toute la gestion des KPI, des remontées informationnelles qu'ils vous demandent. Donc, il y a des fonds qui s'adaptent au fur et à mesure jusqu'à maintenant. Ce qu'on a le plus contacté, c'est des investisseurs qui s'intéressent au capital développement et qui, du coup, reproduisent les mêmes pratiques sur les startups aujourd'hui. Mais ça change petit à petit. Il y a des fonds aujourd'hui qui proposent même de l'aide supplémentaire aux entreprises qui n'ont pas l'équipe nécessaire ou même parfois qui ont l'équipe, mais qui n'ont pas les compétences nécessaires pour faire les remontées informationnelles dont ils ont besoin. Merci beaucoup pour votre patience. Merci Christian. Je vais donner la parole à Armel, qui a la main levée depuis un bon petit moment. Jean-Armel, vous pouvez prendre la parole. Donc, merci pour cette présentation. Les autres ont intervenu avant moi, notamment l'intervention de Christian qui était assez intéressante. Donc, je suis chez Mazars, je suis le Head of Transaction. C'était une très belle présentation avec ce que moi j'essaye de faire au quotidien, accompagner les différents start-upers. Mais je peux quand même faire une remarque qui rejoint celle de Christian, effectivement, qui précise qu'en réalité, dans notre zone aujourd'hui, on dit en Europe, effectivement, on finance la zone Afrique, on finance la zone Afrique. Mais après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a d'autres difficultés que les start-upers rencontrent, notamment, par exemple, le problème de garantie, le problème de temps. Donc, le temps entre quand j'entre en relation avec un investisseur et quand finalement le financement vient, généralement, le minimum que moi j'ai eu à faire, c'était 6 mois et c'était avec un fonds Dubaïot qui n'avait même pas demandé une garantie. Donc, quand je fais toute cette remarque, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai un potentiel investisseur qui me rapproche, qui me dit, écoute, j'ai besoin d'un fonds européen, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me rapprocher de vous? Ou alors, si j'ai par exemple quelqu'un qui a des fonds qui veut financer quelque chose en Europe, est-ce que je peux me rapprocher de vous? En fait, c'était ça ma question. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous avez une partie de votre financement qui est une promesse de financement ferme qui couvre une partie de votre besoin de financement. Vous avez besoin de compléter, de trouver des co-investisseurs pour vous accompagner aussi sur cette opération-là. Oui. D'accord, merci. Merci à vous, Jean-Armel. Il est 21h, je pense qu'on a largement dépassé le temps que nous étions fixés pour cette réunion. Nous allons prendre une dernière question, s'il y en a toujours, avant de mettre fin à cet échange. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, j'aimerais préciser à tous ceux qui sont présents ici et qui souhaitent poursuivre les discussions, rejoindre aussi notre communauté d'entrepreneurs, parce que nous avons un groupe d'entrepreneurs avec qui nous nous entretenons, avec qui nous partageons des informations. Pour tous ceux qui sont intéressés à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs et surtout notre communauté d'entraide, je vous mets un lien là tout de suite dans le groupe pour que vous puissiez nous rejoindre dans le groupe. Est-ce que nous avons des questions? On a Fabrice qui a encore la main levée. Souley, j'imagine que vous avez terminé. Donc, pour rejoindre notre communauté d'entrepreneurs et échanger, donc on a Élise Moulumba qui a la main levée. Oui, Élise Moulumba, je vous donne la parole. Vous serez le dernier à intervenir ce soir.
Élise Moulumba, vous pouvez prendre la parole. Son micro qui est coupé. Oui, il me semble. Si Élise est toujours là, il veut poser sa question, il faut qu'il active son micro. Alors, peut-être que Élise n'est plus avec nous. Et du coup, on va remercier tout le monde, tous ceux qui sont avec nous encore aujourd'hui. On va remercier Souley qui a participé à cet entretien. Merci Julienne d'avoir été avec nous. Merci Christian pour tes remarques, tes commentaires très, très, très instructifs. Tu as une expérience que je pense intéressante à partager. Il y a Élisée qui dit que vous devez l'autoriser à parler. Apparemment, l'autre, il est bloqué par l'autre. Bloqué par l'autre. C'est étrange parce que jusqu'à maintenant, tous les autres n'ont pas eu besoin d'autorisation. C'est étrange. Je ne pense pas qu'il y ait de blocage. En bas à gauche, il devrait voir son micro. Il faut juste qu'il active son micro et ce sera bon. Dessus. Pour l'activer, il faut cliquer sur le petit icône de micro. Ou sinon, vous pouvez laisser votre question dans le chat, Élisée. Bon. On va du coup mettre fin à l'échange. Malheureusement, Élisée, nous n'avons pas eu l'occasion de prendre votre question. Ok, super. Donc, on attend votre question dans le chat avant de mettre fin à l'échange. Le lien pour intégrer la communauté, alors, je vous l'envoie tout de suite. Julienne. Donc, il s'agit d'une communauté, le temps que Élisée nous donne sa question, il s'agit d'une communauté avec aujourd'hui 40 entrepreneurs dans 4 zones, Merci, de rien, Julienne. Donc, nous avons une communauté avec une quarantaine d'entrepreneurs localisés un peu partout en Afrique qui portent des projets dans des secteurs totalement différents, dans la mode, dans l'énergie, dans l'innovation, dans les fintech. Donc, c'est une communauté vraiment diverse avec beaucoup d'expériences diverses, du coup, et des profils complémentaires. Alors, ok, merci Bati, merci Wilfried, je vous mets le lien pour rejoindre la communauté BT Connect. Et pour prendre rendez-vous, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez être accompagné. Alors, la question de Élisée. Est-ce que vous accompagnez aussi les startups ayant à leur sein un projet qui existe déjà et qui se retrouve dans le manque de moyens? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs recommandé d'avoir un projet qui est porté par une entreprise qui a un historique et donc où on peut évaluer la capacité des dirigeants, on peut évaluer la façon dont le projet a été géré lors de des années d'existence. Donc oui, c'est un très bon point d'ailleurs, d'avoir un projet que vous portez au sein d'une entreprise créée depuis peut-être 5 ans ou 4 ans ou 3 ans. Voilà. Ça veut dire qu'il s'agit d'un projet novateur qui ressort de votre activité. Donc, oui. Élisée, j'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Donc, merci Élisée, merci Christian, merci Joseph, Patrick, Pierre, Chayofé qui a déjà participé à l'un de nos lives, il me semble, je retiens les noms, Jean-Armel, Augustin, Wilfried, Fabrice, Cabrel, Souley, Pedro,
Kizianga, merci à tous d'avoir été avec nous et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt. Nous serons ravis d'étudier, Jonathan et moi, vos projets, de les évaluer parce que c'est ce que nous faisons dans un premier temps. Nous faisons une évaluation totalement gratuite lorsque vous soumettez votre projet pour savoir est-ce qu'il a le potentiel, sinon qu'est-ce qu'il manque. Et puis en fonction de ça, nous voyons comment est-ce que nous pouvons vous accompagner. Parfait. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à très, très bientôt. Merci.